Bonjour les conducteurs, ici aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pourrait bien sauver votre voiture et votre porte-monnaie. Mon père défunt, avec qui j'ai travaillé pendant des années quand j'étais petit, m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Les voitures ne meurent pas de vieillesse, elles sont tuées par leurs propriétaires sans même qu'ils s'en rendent compte. Et croyez-moi, il avait totalement raison. La majorité des véhicules n'atteignent même pas les 100 000 km simplement parce que leurs propriétaires répètent des erreurs qui semblent inoffensives. Moi j'ai une voiture qui a dépassé les 800 000 km et ce n'est pas parce qu'elle est indestructible. C'est parce que j'ai changé 15 habitudes très précises que je vais vous partager aujourd'hui. Et je vous annonce déjà que les dernières de cette liste vont vous surprendre parce que ce sont des détails que presque personne ne fait. Alors restez jusqu'à la fin, parce que ces conseils peuvent vraiment faire la différence entre une voiture qui meurt prématurément et une qui roule pendant des décennies. Premier point, changez l'huile bien avant ce que dit le constructeur. Si vous vous fiez uniquement au manuel du constructeur pour vos vidanges, vous avez déjà commencé du mauvais pied. Les constructeurs et les concessionnaires ne pensent pas à ce que votre voiture dure 800 000 km. Ils veulent juste qu'elle survive la période de garantie, généralement les 100 000 premiers kilomètres. Et après, bon, si elle casse, tant mieux pour eux car vous dépenserez à nouveau. Voilà pourquoi les intervalles recommandés sont ridiculement longs, 10 000, 12 000, voire 15 000 km entre deux vidanges. Mais personne ne vous dit que dans la vraie vie, l'huile se dégrade bien avant. Les trajets courts en ville, le trafic dense, les démarrages à froid, tout ça fait perdre ses propriétés à l'huile rapidement. J'ai ouvert des moteurs qui avaient respecté à la lettre ces intervalles et ce que j'ai trouvé à l'intérieur ressemblait à une couche de boue noire collée partout. De mon expérience, la règle qui m'a sauvé est simple. Tous les 5000 km si vous utilisez de l'huile minérale ou tous les 8 à 10 000 km si c'est de la synthétique. Oui, c'est un investissement, mais vous dépensez 40 € maintenant et vous économisez 4000 € plus tard sur une reconstruction de moteur. Ne croyez jamais que le constructeur veut le meilleur pour votre voiture, il veut surtout le meilleur pour son portefeuille. Deuxième point, évitez de chauffer le moteur au ralenti. Pendant des années, j'ai cru que laisser tourner la voiture 10 minutes avant de partir était la bonne façon d'en prendre soin. Et sûrement que vous aussi vous l'avez déjà fait. Mais en réalité, cette habitude est l'une des pires choses que vous puissiez faire à votre moteur. Vous savez ce qui se passe quand vous le laissez tourner immobile à froid. L'essence non brûlée descend le long des parois des cylindres en emportant avec elle le film d'huile qui est censé les protéger. C'est comme passer du papier de verre sur les parties les plus délicates du moteur. J'ai vu des moteurs détruits à peine à 60 000 km à cause de cette habitude. La vérité, c'est que le moteur chauffe beaucoup plus vite si vous démarrez et roulez doucement. Attendez 30 secondes maximum et commencez à rouler tranquillement pendant les 2 premiers kilomètres. Là, il atteint vraiment sa température idéale sans s'user inutilement. Je vous explique ça simplement, c'est comme réveiller quelqu'un en douceur plutôt que de le laisser dans son lit en espérant qu'il se réveille tout seul. Troisième point, ne jamais trop remplir le réservoir après le clic de la pompe. Vous avez sûrement déjà pensé qu'ajouter 2 ou 3 pressions supplémentaires sur la poignée de la pompe vous faisait gagner plus d'essence pour votre argent. Moi aussi je le croyais. Mais j'ai découvert que ce petit geste est un poison pour le système d'émission de votre voiture. Le réservoir a besoin d'un espace libre pour que les vapeurs circulent vers le système qui s'occupe de les traiter. Quand vous insistez pour remplir au-delà du clic, vous forcez du carburant liquide dans un système conçu uniquement pour les vapeurs. Résultat, de l'essence qui stagne dans les tuyaux, des capteurs noyés et le fameux canistet à charbon totalement détruit. J'ai vu des factures allant de 300 à 900 € rien que pour remplacer cette pièce. Et tout ça à cause de l'habitude de ne pas lâcher la poignée à temps. Depuis que j'ai appris ça, je n'ai plus jamais essayé de tromper la pompe. Si le pistolet dit c'est bon, alors c'est bon. Croyez-moi, un demi-litre de plus ne compense pas la possibilité de ruiner des capteurs qui coûtent une fortune. Quatrième point, changez régulièrement le liquide de transmission. Voilà un autre grand mythe qui tue les voitures prématurément. Beaucoup croient que le liquide de transmission est éternel parce qu'on ne le surveillait pas comme l'huile moteur. Et évidemment, comme il reste rouge et ne sent pas mauvais, ils pensent que tout va bien. Rien n'est plus faux. La transmission est remplie d'embrayages et d'engrenages qui libèrent de minuscules particules métalliques avec l'usage. Ces particules s'accumulent dans le fluide et le transforment dans une sorte de papier de verre liquide qui use chaque composant. Mais le plus trompeur, c'est qu'on ne le remarque que lorsqu'il est trop tard.
Le jour où ça commence à patiner, il n'y a plus de retour possible. C'est une réparation qui peut coûter entre 4 000 et 7 000 euros. De mon expérience, ma règle était simple. Tous les 100 000 km ou 6 ans, changement de fluide. Toujours avec l'huile recommandée par le constructeur, jamais d'improvisation. Cette habitude seule a fait la différence entre continuer à conduire ma voiture il y a 800 000 km et la voir mourir dans une casse il y a déjà 10 ans. Conducteur, cette erreur dont je vais vous parler maintenant, tout le monde l'a fait au moins une fois. 5e point, freiner intelligemment et avec anticipation. Ce point paraît évident, mais c'est incroyable le nombre de conducteurs qui l'ignorent. Freineur fort tout le temps n'use pas seulement les plaquettes. Ça déforme aussi les disques, fatigue le liquide de frein et chauffe tout le système à des températures absurdes. Chaque coup de frein inutile, c'est comme mettre vos freins dans un four. J'ai vu des disques voilés et des plaquettes vitrifiées sur des voitures avec moins de 20 000 km. Tout ça parce que leur propriétaire conduisait comme si chaque feu rouge était une ligne d'arrivée. L'habitude que j'ai adoptée était simple. Lever le pied de l'accélérateur à l'avance et laisser la voiture rouler en roue libre. Cette technique fait que les freins n'interviennent que quand c'est vraiment nécessaire. Et en même temps, ça réduit la consommation de carburant. Quand j'ai appris à utiliser aussi le frein moteur dans les longues descentes, mes disques et mes plaquettes ont commencé à durer 2 fois plus longtemps. Et si jamais il faut les changer, pas question de pièces bon marché. J'ai vu des plaquettes génériques qui duraient la moitié du temps et criaient comme une colonie de mouettes. Au final, le pas cher revient toujours plus cher. 6e point, changer et contrôler le liquide de refroidissement à temps. La plupart des gens pensent que le liquide de refroidissement ne se vérifie que lorsque la voiture commence à chauffer ou quand on voit de la vapeur sortir du capot. Rien n'est plus faux. Le liquide de refroidissement est l'un de ces fluides silencieux qui font plus pour votre moteur que vous ne l'imaginez. Et quand vous l'ignorez, la sanction est souvent brutale. Les moteurs modernes sont presque tous en aluminium, un matériau plus léger mais qui ne pardonne aucune négligence. À 230 degrés Celsius, une culasse en aluminium se déforme comme du beurre. Et vous savez ce qui se passe après. Un joint de culasse explosé, un moteur en surchauffe et une facture qui dépasse facilement les 3 500 euros. Le liquide de refroidissement n'est pas éternel. Avec les années, il se dégrade, perd ses additifs anti-corrosion et cesse de protéger le système. En plus, mélanger différents types de liquides, le vert, le iodé, le rouge, le jaune, c'est comme jouer à la roulette russe avec votre voiture. J'ai vu des radiateurs transformés en gelée parce que quelqu'un a décidé de mélanger ce qu'il avait sous la main. Mon habitude a toujours été la même. Tous les 3 à 5 ans, un remplacement complet avec le liquide exact recommandé par le constructeur, pas d'improvisation. Et je vous assure, ce petit geste n'a pas seulement maintenu mon moteur frais en plein été, il a aussi empêché la rouille de ronger l'intérieur du radiateur et de la pompe à eau. Une voiture qui chauffe une seule fois peut être condamnée à vie. 7e point, ne pas ignorer les bruits étranges. S'il y a bien quelque chose qui m'énerve, c'est de voir des gens monter le volume de la radio pour couvrir les bruits de leur voiture. C'est la recette parfaite pour finir sur la dépanneuse. Chaque bruit est un message, un avertissement qui, si vous apprenez à l'écouter, peut vous économiser des milliers d'euros. Un sifflement au démarrage, c'est peut-être une courroie sur le point de casser. Un claquement en tournant, c'est peut-être un cardan qui va lâcher. Un bourdonnement constant peut indiquer qu'un roulement est en train de mourir. Ignorer ces indices, c'est comme se boucher les oreilles pendant que votre voiture crie au secours. Un jour, un client a ignoré un simple tic-tic qui résonnait dans son moteur. Il pensait que c'était un détail mineur. Au final, il roulait avec un niveau d'huile tellement bas que les poussoirs hydrauliques fonctionnaient à sec pour bien. Résultat, moteur ouvert, pièces brûlées et 2000 euros de réparation. J'ai appris que chaque bruit devait être investigué. Pas question de paniquer, mais il faut prêter attention. Est-ce que ça se produit au démarrage seulement à froid en tournant ? Ces informations peuvent faire la différence entre changer une courroie à 40 euros ou un moteur entier. C'est pour ça que même quand ma voiture avait 400 000 km, elle roulait encore sans aucun bruit suspect. 8e point, ne pas maltraiter l'embrayage si vous avez une voiture manuelle. Cette habitude est presque une question de vie ou de mort pour votre transmission. Poser le pied sur la pédale d'embrayage peut sembler confortable, mais c'est une habitude qui transforme la transmission en cendre bien avant l'heure. L'embrayage est conçu pour fonctionner uniquement quand vous changez de vitesse.
Chaque fois que vous posez le pied dessus, même avec une pression minime, vous usez le disque. Et cette usure est cumulative. Je connais des voitures qui, à peine à 40 000 km, avaient déjà besoin d'un nouvel embrayage parce que leur conducteur ne savait pas lever le pied. La facture pour un embrayage tourne généralement entre 1 200 et 1 500 €. Et le pire, c'est que souvent, ce n'est pas la faute de la voiture, mais du conducteur. Moi, j'ai toujours fait la même chose. Pied d'or de la pédale quand je ne change pas de vitesse. Au feu rouge, point mort et frein à main. En côte, frein à main, jamais l'embrayage à moitié enfoncé. Cette habitude m'a permis d'atteindre plus de 300 000 km avec le même embrayage, tandis que d'autres le changeaient 2 ou 3 fois sur la même distance. 9e point, gardez toujours au moins un quart de réservoir de carburant. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un rouler avec l'aiguille collée à la réserve en pensant que c'est une astuce pour économiser? Cette habitude est le moyen le plus rapide de tuer la pompe à carburant. La pompe est à l'intérieur du réservoir et se refroidit grâce au carburant lui-même. Quand le niveau est trop bas, elle commence à aspirer de l'air chaud et des dépôts du fond. Ça ne fait pas seulement surchauffer la pompe jusqu'à la griller, mais ça envoie aussi des saletés vers les injecteurs. J'ai changé des pompes à peine à 80 000 km simplement parce que leur propriétaire roulait toujours en réserve. Et croyez-moi, ce n'est pas une réparation bon marché, facilement 600 € sans parler de la galère de rester en panne. J'ai toujours suivi une règle, ne jamais laisser le réservoir descendre en dessous d'un quart. Ainsi, la pompe travaille toujours au frais, le filtre dure plus longtemps et la voiture ne tombe jamais en panne sèche dans un moment critique. Je vous explique ça simplement, c'est comme garder toujours de l'eau dans une bouilloire pour éviter qu'elle brûle à sec. 10e point, changez les bougies d'allumage à l'avance et utilisez de la qualité d'origine. Beaucoup croient que les bougies durent pour toujours, surtout parce que les fabricants vendent les fameuses bougies 100 000 km. Mais ce chiffre est un piège. Oui, elles peuvent atteindre cette distance dans des conditions parfaites. Mais dans la vraie vie, avec les démarrages à froid, le trafic dense et les carburants de qualité douteuse, les bougies souffrent bien plus tôt. J'ai appris à les contrôler à 60 000 km et à les changer sans attendre qu'elles tombent en panne. Des bougies usées provoquent des ratés, augmentent la consommation, abîment les catalyseurs et dans les cas extrêmes peuvent même percer des pistons. Tout ça pour avoir voulu économiser quelques euros en ne les changeant pas à temps. Le plus important, ne jamais utiliser de copies bon marché. Toujours des marques de qualité ou les originales d'usine. Une fois, j'ai vu un moteur ruiné parce qu'on avait monté des bougies bas de gamme dans un atelier pas cher. L'économie initiale était de 20 €, la réparation finale a dépassé les 2 000 €. Cette habitude de changer les bougies à temps, c'était comme donner de l'air frais au moteur. 11e point, contrôler et remplacer les supports moteurs à temps. La plupart des gens croient que les supports moteurs sont des pièces éternelles qui ne nécessitent jamais d'attention. Et c'est là l'erreur qui tue énormément de voitures. Les supports ne font pas que maintenir le moteur en place, ils absorbent aussi les vibrations et protègent le châssis des chocs internes. Quand il se casse ou s'use, le moteur commence à danser dans le compartiment comme s'il était dans une fête. Au début, ça ressemble à une simple vibration dans le volant ou un petit coup au démarrage. Mais en réalité, c'est tout l'ensemble, transmission, échappement, radiateur, qui reçoit des secousses qu'il ne devrait pas subir. J'ai vu des échappements cassés, des radiateurs fissurés et des transmissions désalignées à cause de supports moteurs que personne n'avait pris la peine de changer. Une fois, on m'a amené une voiture avec le moteur presque posé sur le châssis parce que le support principal était en miettes. Le propriétaire m'a dit « Je pensais que c'était normal qu'elle vibre, elle est vieille ». Changer un support coûte quelques centaines d'euros, mais l'ignorer peut multiplier la note par 10. Voici la clé. De temps en temps, faites ce test simple. Freine appuyé, vous passez la première ou le mode drive et vous donnez un petit coup d'accélérateur. Si le moteur bouge plus qu'il ne devrait, ce support ne fait déjà plus son travail. C'est peu cher à vérifier et encore moins cher à réparer si vous le faites à temps. 12e point, laver et protéger le châssis et le dessous de la voiture. Beaucoup adorent laver la carrosserie jusqu'à ce qu'elle brille, la cirer, la laisser comme un miroir. Mais quand il s'agit du dessous, on dirait qu'ils oublient complètement parce que personne ne le voit. Et c'est là le piège. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui finit par tuer la voiture. La rouille est un assassin silencieux. Elle ne prévient pas, elle ne fait pas de bruit, et quand vous la remarquez, il est déjà trop tard.
Une seule saison sur des routes salées en hiver peut lancer un processus de corrosion qui ne s'arrête jamais. J'ai levé des voitures sur un pont qui de l'extérieur semblait des bijoux, mais en dessous elles avaient des bras de suspension si rouillés qu'ils ressemblaient à des biscuits. Certains dépensent de l'argent dans des désodorisants pour que leur voiture sente bon, alors que dessous le châssis pourrit comme du poisson oublié dans un frigo. Mon habitude était claire. Au moins une fois par mois en hiver, lavage haute pression du dessous. Et si vous vivez dans des zones très humides ou pluvieuses, toutes les 2 semaines. En plus, application de produits anti-corrosion une fois par an. C'est un investissement minime qui prolonge littéralement la vie de la voiture de plusieurs décennies. La mienne avec 800 000 km est encore solide par en dessous. Pendant ce temps, j'ai vu des voitures avec moins de 100 000 km condamnées à la casse parce que le châssis était irrécupérable. 13e point, ne pas accepter de réparation urgente sans vérifier. Cette habitude n'a pas tant à voir avec la mécanique qu'avec la façon d'aborder les garages. L'une des raisons pour lesquelles tant de voitures meurent prématurément, c'est que leurs propriétaires dépensent de l'argent dans des réparations inutiles tout en ignorant les vraies. Ça vous est déjà arrivé? Vous allez faire une vidange et vous repartez avec une liste d'urgence qui inclut le nettoyage du système d'injection, le changement de liquide mystérieux et le remplacement de pièces dont vous n'aviez jamais entendu parler. La vérité, c'est que beaucoup de concessions forment leurs conseillers pour vous vendre des réparations en utilisant la peur. Je me souviens d'un client inquiet parce qu'on lui avait dit que sa voiture avait urgemment besoin d'un rinçage de boîte de vitesse à 400 €. La voiture avait à peine 20 000 km. Je lui ai expliqué que cette recommandation revenait à dire à un enfant qu'il avait besoin d'une greffe de cœur après avoir couru dans la cour de récréation. L'habitude que j'ai adoptée était simple, ne jamais accepter un devis sans un deuxième avis. Si un garage disait qu'il y avait un problème, je demandais des preuves ou des photos. Et s'ils insistaient, j'allais dans un autre atelier indépendant. Cette simple méfiance m'a épargné des milliers d'euros en réparations inutiles. 14e point, garder les cosses de batterie propres et protégées. Cette habitude paraît tellement basique que beaucoup de gens n'y pensent même pas. Mais vous seriez surpris du nombre de voitures remorquées pour des problèmes électriques qui en réalité venaient de cosses de batterie corrodées. Le sulfate blanc qui s'accumule sur les bornes agit comme un isolant. Petit à petit, il empêche le courant de circuler correctement et oblige l'alternateur à travailler 2 fois plus pour charger. Résultat, batterie morte, alternateur grillé et démarrage raté. Tout ça pour ne pas avoir passé 5 minutes à un simple nettoyage. Plus d'une fois, j'ai vu des clients prêts à payer 900 € pour un nouveau démarreur alors que la seule chose à faire était de nettoyer la borne avec une brosse métallique et un peu de bicarbonate. Ma routine était de vérifier les cosses tous les 3 ou 4 mois, de les nettoyer s'il y avait des dépôts et d'appliquer de la graisse pour prévenir une nouvelle corrosion. C'est un geste minime, presque ridicule, mais ça assure que l'électricité circule comme il faut. Et croyez-moi, les voitures modernes pleines de capteurs et de modules électroniques dépendent plus que jamais d'un système électrique parfait. 15e point, utilisez toujours le frein à main en se garant. Voici l'habitude la plus sous-estimée de toutes et aussi celle qui a généré le plus de factures dans les ateliers. La plupart pensent que mettre le levier sur P pour parking suffit. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette position ne bloque pas magiquement les roues. Elle bloque un petit doigt métallique à l'intérieur de la boîte de vitesse appelé le cliquet de parking. Et quand vous vous garez en pente sans utiliser le frein à main, tout le poids de la voiture repose sur ce pauvre morceau de métal. J'ai vu des boîtes de vitesse détruites à cause d'un simple oubli. Des réparations à 2 800 € parce que quelqu'un croyait que le frein à main était optionnel. Et le plus ironique, c'est que l'habitude qui évite ça ne coûte absolument rien. Juste tirer un levier ou appuyer sur un bouton. Moi, je le fais toujours, en montée, en descente et même sur terrain plat. D'abord frein à main, ensuite je mets PC la séquence qui sauve les transmissions. Voilà les conducteurs, ces 15 habitudes peuvent vraiment transformer la durée de vie de votre voiture. Chacune d'entre elles semble petite, insignifiante même. Mais ensemble, ce sont elles qui font la différence entre une voiture qui meurt prématurément et une qui atteint 800 000 km et plus. Je vous explique ça simplement, c'est comme prendre soin de sa santé. Ce ne sont pas les grands gestes qui comptent, mais les petites habitudes quotidiennes. De mon expérience, je pense que la plupart des propriétaires de voitures ne sont pas négligents par méchanceté. Ils ne savent tout simplement pas ce qui compte vraiment.
Les constructeurs et les concessionnaires ne vont pas vous dire ces choses-là parce que leur business repose en partie sur les réparations et les remplacements. Mais maintenant, vous savez. Alors dites-moi, laquelle de ces habitudes faisiez-vous déjà et laquelle vous a le plus surpris? Laissez votre commentaire ci-dessous, j'adore échanger avec vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochains conseils. Ici, on partage toujours les secrets que les garages ne veulent pas forcément que vous sachiez. Votre voiture et votre porte-monnaie vous diront merci. À très bientôt les conducteurs et roulez en toute sécurité.